Au moment où on appuie sur enregistrer, on est en face de la feuille blanche. Et ma voix, c'est mon encre. Ouais. Peu importe, de toute façon, comment on juge la qualité de sa parole, qu'elle soit vibratoire ou non, astralisée. C'est important, par préférence de choix, sentimentalement, émotivement, bien sûr, on veut tous être vibratoire du turfu. Mais en vrai, quand la parole, elle est vibratoire, elle est vibratoire, et quand on est mental, on est mental, et quand on l'est pas, on l'est pas. Et c'est pas grave, parce que, en fait, je trouve que vouloir est absolument là-dedans, de vouloir attraper ce truc-là, là, comme si c'était notre petite proie, comme si on allait nous le... Comme si c'était possible qu'on nous le prenne, ou que c'était à nous d'ailleurs même. Parce qu'on projette ça, hein. On projette notre propre identité, on projette de l'identité, de la territorialité sur ce dont on tient, hein. C'est ma vie, c'est mon intelligence, c'est mon amour, ma volonté. Tout ça, c'est des trucs que ce soit vrai ou pas vrai, ça part d'un, ça part d'une sorte de choix personnel, et non pas d'une réalité observée. Parce que le phénomène de territorialité, même s'il a sa réalité, bien sûr, c'est ma chaise, c'est mes mains. Mais il n'a qu'une réalité au niveau seulement des sphères émotionnelles, mémorielles et émotives. Euh, je voulais en dire un troisième. Émotionnel, mémoriel et vital, ou je sais plus. Ouais. En tout cas, ces deux-là. C'est dans ces deux sphères-là que le phénomène de territorialité prend sa réalité. Il est réel sur le plan émotif. Parce que si tu me voles mon goûter, je vais être pas content. Puis il est réel sur le plan de la mémoire. Parce que c'est mes sous. J'ai tant d'argent sur mon compte. Je m'en souviens. Mais cette réalité, elle a de réalité que dans ces sphères-là, et dans la mesure où ces sphères ont une importance dans le quotidien de notre vie. Parce que lorsque vous vous souvenez plus que vous n'avez pas de thunes, enfin, que vous en avez ou pas, dans le contexte de territorialité mémorielle, bah, ça fait aucune différence, hein. Vous le savez pas, la réalité ne change pas pour autant. Si vous oubliez votre coffre au trésor enterré sous un palmier je sais pas où, tant que quelqu'un ira pas le trouver, le déterrer, il bougera pas le machin. Vous pouvez l'oublier, ça changera rien. Donc c'est là que la réalité de cette chose s'arrête. Et au niveau de la sphère émotionnelle, eh bien, bah là c'est selon comment... oui, il y a une notion d'identification à la possession, comme si on allait nous prendre une partie de nous-mêmes, comme si on allait nous prendre nous-mêmes à nous-mêmes, quelque part, hein. Comme celui qui tient énormément à sa voiture tuning, parce qu'il a mis beaucoup d'argent et tout, et puis c'est toutes, tous les gens qui l'aiment, en fait, ils l'aiment à travers cette voiture, parce que c'est tous ses potes de tuning, et donc s'il a plus de voiture de tuning, bah, il a plus de potes de tuning, donc ça veut dire plus avoir de potes, vu qu'il a que ça. Et donc, au niveau émotionnel, cette belle voiture dans laquelle il se sera beaucoup projeté, il l'aura beaucoup personnalisé en plus. Et ben, il va en tenir un petit peu comme à la prunelle de ses yeux, et même en rigolant, il va dire ah, c'est comme mon enfant. Il va le dire en rigolant, mais il y aurait une sorte de vérité là-dessous.
Et il serait capable peut-être même des pires choses s'il arrivait quelque chose à cette voiture. Plus que s'il arrivait quelque chose à une personne sensible, bien sûr, par exemple. Même une personne à qui il tient. On peut avoir des émotions très exacerbées dès qu'on touche à notre propre territorialité sur son plan émotionnel. Cette territorialité, elle n'est pas que dans les objets, elle est dans notre statut social, dans le qui suis-je. Cette territorialité, elle est dans le ma vie m'appartient parce que je suis, et puis c'est moi qui suis, ça m'appartient l'être. N'essayez pas de me le retirer. Mais toutes ces notions-là, en fait, cette notion-là, sur le plan émotionnel, elle disparaît parce que, à mesure où les émotions n'ont plus de prise sur nous, et bah, cette territorialité-là, bah, elle est toujours, mais elle est tout autre, elle n'est plus vraiment territorialité parce qu'il n'y a plus de prise. Et la territorialité, c'est autant dans la vie physique ou sur n'importe quel plan, ce dont les choses sur lesquelles nous avons une emprise, ce qu'on détermine comme étant notre domaine, c'est-à-dire notre corps physique, notre qualité d'être-té, tout ça. Notre âme, notre vie, notre destin, notre fonctionnement. Il y a beaucoup de choses qui sont nôtres, dont on en parle avec ces mots-là. Et bon, en tout cas, il y a un relationnel où on est, donc voilà, cette territorialité, c'est que c'est un peu notre terrain d'emprise. Mais ce terrain d'emprise, ça représente aussi les faiblesses qu'on cache et qu'on cherche à protéger aussi. On étend notre territoire par rapport à là où se trouvent nos zones sensibles quelque part. À mesure justement où ces zones sensibles, elles se font toujours présentes, mais moins souffrantes ou moins sensibles ou plus gérables en tout cas. Il n'y a plus cette notion de territorialité qui s'installe. Il faut protéger, il faut garder, il faut conserver. Parce qu'il n'y a plus ce... J'ai perdu le mot. Il n'y a plus ce... Il n'y a plus cet enjeu, cet agenda, comme diraient certains. Donc pourquoi je parlais de la territorialité, on s'en fout. Je pense que j'ai fini de dire ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Bah justement, voilà, on va continuer sur les enjeux, on va reprendre par rapport au début. Donc ces enjeux, cette territorialité et tout, ça m'est venu tout ça par rapport au fait que ce que j'ai commencé à parler au début, c'est qu'il fallait, vu que j'avais enregistré l'enregistrement, il fallait bien dire des mots. Voilà, commencer par dire des mots, parce que sinon, parce que c'est la réflexion intellectuelle que je m'étais faite, parce que sinon, ça sert à rien. Donc en fait, comme si il y aurait eu une espèce d'erreur ou un truc qui n'est pas pertinent, quoi. Ça sert jamais à rien, parce que même si je n'avais déduit que j'avais rien à dire et que rien n'aurait dû sortir, bah, j'aurais appris cette chose-là. Que c'est pas parce que je vais faire allumer l'enregistrement pour soi-disant pondre un chef-d'œuvre vocal que ça va se produire. Puis c'est une affaire de ne pas avoir d'enjeu. Justement, si j'avais le moindre enjeu, si j'étais là à me dire ah, faut que je parle de ça, faut que je parle de ça, faut que je parle de ça, à l'avance et tout. Oh non. Je préfère largement commencer en freestyle et puis même si c'est laborieux au départ, je vois bien mes audios, ils mettent 10-15 minutes à commencer. Puis souvent, le plus intéressant se trouve vers la fin.
D'ailleurs, souvent, même, je m'abuse à écouter juste la fin de mes audios. C'est marrant qu'il y a comme un temps de chauffe. Hein. Mais c'est comme ça, c'est bien. C'est bien, et puis moi, ça me passionne parce que ça change. C'est vivant, ça évolue. Puis cette démarche vocale, elle est de plus en plus perçue, vécue comme utile et vitale. Pas au sens où c'est... Pas justement, pas au sens vital où il y a un enjeu justement de survie, mais au sens vital où bah, c'est ça que j'aime vivre en fait. Ça fait partie de mon sang. Ça fait partie de mes battements cardiaques, ça fait partie de ma respiration. Puis ça fait partie de ce que je découvre. Exactement comme on peut apprendre ses battements cardiaques, sa respiration, apprendre à respirer, apprendre à observer un peu son cœur et tout. Et puis apprendre aussi qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque. Qu'est-ce que c'est que la cohérence, après même plus loin, qu'est-ce que c'est que la cohérence psychomotrice, qui sont deux choses différentes, mais qui font partie des mêmes notions de cohérence, d'harmonie, on pourrait dire. Même pas forcément d'harmonie, mieux que ça. J'ai le mot complémentaire d'une bonne équipe, en fait. Hein. Et la bonne équipe, c'est pas quand 1 plus 1 égale 2. La bonne équipe, c'est quand 1 plus 1 égale 11, comme dirait le grand philosophe. Donc cette notion de... Je pars dans tous les sens comme d'hab. Cette notion de nécessité, cette notion d'enjeu, cette notion de territorialité, cette notion de rendement. Et ça m'amène à me dire que là où ça peut être, dans un premier temps, tout ce qui est enjeu et tout, agenda et tout, ça peut être très négatif. Dans le sens où ça va être même notre négativité ou ce qu'on perçoit qu'il y aurait à changer, on va mettre ça, on va dire ça c'est l'agenda du mal, entre guillemets. C'est l'agenda qui ne doit pas se réaliser, quoi. Puis de cette volonté-là, par rapport à cette perception, c'est là qu'il y a des enjeux. Puis il y a des enjeux parce que préalablement, il y a cette territorialité. Mon corps, mon ego, ma personne, mes pensées, mon pouvoir, ma puissance, ma créativité. Tout ça, c'est autant de cases sur le damier de notre territoire. Et ce damier, c'est le terrain fertile. C'est le terrain fertile. Ça y est, je suis coupé. J'ai oublié de payer la facture d'électricité. La facture d'électricité. Oui, en tout cas, il y a un parallèle entre la territorialité, le phénomène d'enjeu. Voilà, mais je voulais dire que par rapport à ça, à ces choses-là, dès qu'il y a territorialité, dès qu'il y a enjeu, dès qu'il y a agenda,
dès qu'il y a, même après, bah voilà, sur le plan mémoriel et émotif, des désagréments, des perceptions qu'on aimerait changer ou ne pas reproduire. Avoir à vivre. Et donc quand c'est perçu, voilà, donc dans ce contexte-là, un petit peu négatif dans le sens de l'alerte, hein, où notre cerveau biologique il perçoit des choses psychologiques en lui-même et dans l'environnement, et puis soit il perçoit ça par rapport à un désagrément, ou alors il fait un désagrément de ce qu'il va percevoir. Donc ça c'est un peu négatif, donc c'est là qu'on peut dire que le fait de s'identifier à quelque chose, donc avoir une territorialité, pour laquelle il y a des choses à défendre, donc un enjeu, tout ça, et puis pour lequel un agenda va se déployer, donc, qui va être le mode de volition de notre volonté, notre mode opératoire. Mais pour le coup, ça peut être aussi neutre et même positif, comme particulièrement dans le cas où on se trouve là, ou vraiment dans cet enregistrement où je fais ma méta-analyse. Hein. Là, pour le coup, j'ai compris que le fait qu'il puisse y avoir un enjeu, même si c'est con, le fait de se dire ah bah faut bien que je parle parce que j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. Mais en fait, ce truc-là, je l'ai pas du tout vécu négativement, pas du tout, pas une seule seconde, sur le plan émotionnel et même en termes de territorialité émotionnelle ou de territorialité émotive, j'ai pas été bloqué par ça. J'ai pas été emmerdé, au contraire. Et, et donc voilà, ce que ça m'indique, c'est que j'aurais bien voulu en parler un peu mieux que ça, mais tout simplement, en fait, ça fait partie de l'intelligence animalienne. Cette intelligence animalienne, justement, elle n'est pas du tout territoriale. Elle est extérieure à nous, mais elle est intérieure à nous, et elle fait partie d'aucune notion, en fait. Cette intelligence animalienne, c'est celle que les animaux, c'est celle qu'on peut prêter aux animaux comme intelligence, mais aussi dans les plantes, et aussi dans les cailloux, les cristaux, dans le système bactériologique, et puis dans tout ce qui est un petit peu aussi intelligence cybernétique, à base de systèmes qui ont des feedbacks et rétrofeedbacks, et enfin, tout ce qui est un peu systémique qu'on peut observer. Et donc, bon, ça y est, j'ai encore. Oui, voilà, donc l'intelligence animalienne. Nous aussi, donc, même si on a notre intelligence conventionnelle et on a après, on pourrait appeler ça l'intelligence supramentale, qui elle a un degré plus élevé, qui fait passer l'autre qui fait passer la première pour fausse. Mais il y a cette intelligence animalienne nous concernant, c'est un peu tout ce qui va se passer comme mécanisme d'intelligence dans notre vie, de notre battement de cœur jusqu'au moindre fonctionnement atomique de notre corps, afin que ce corps puisse exister, perdurer selon certaines conditions, dans certains lieux, dans certains temps. Et c'est cette intelligence animalienne qui nous mène au seuil de certains événements pour qu'on puisse avoir à les vivre. Et puis cette intelligence animalienne, à partir du moment où nous n'en avons pas conscience, c'est elle qui nous fait office d'intelligence, c'est elle qui va nous faire dire des conneries, c'est elle qui va nous faire dire des bongos, c'est elle qui va faire quoi que ce soit, qui va se révéler à un moment ou à un autre, qui va pouvoir être perçu par un être conscient comme quelque chose d'intelligent. Et cette intelligence animalienne, elle est autant même dans le bien que dans le mal, à partir du moment où ça... On pourrait dire que c'est un petit peu l'intelligence du bien souverain pour les théologistes, où il y aurait l'intelligence conventionnelle qui représenterait le bien en rapport avec la non-intelligence qui représenterait le mal, et l'intelligence animalienne
c'est l'intelligence du souverain bien, qui n'a pas son pareil, qui n'a pas sa polarité. Et c'est même d'une diffraction de ce souverain bien que naît la polarité du bien et du mal. Et ce bien relativement opposé au mal, lui, il est même relativement opposé au bien souverain. Parce qu'il est comme une pâle copie à côté. Eh oui. En polarité, vous avez l'homme qui a du cœur dans le bien, et vous avez l'homme qui a pas de cœur dans le mal. C'est un psychopathe. Mais l'homme animé de sa propre intelligence animalienne, qui a son propre souverain bien ancré à lui, à sa propre compréhension, et bien lui, il est ni un homme avec du cœur, ni un homme sans cœur. Il est pire que cet homme sans cœur, parce qu'il est en tout point comme lui. Mais s'il n'est pas du tout comme lui, c'est parce que, en ayant ces qualités, il a du cœur. Ce qui manque au psychopathe. Tout comme ce qui manque à l'homme qui a seulement du cœur, c'est d'être potentiellement capable de tout accomplir. Et être potentiellement capable de tout accomplir, ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi, y compris se fourrer le doigt dans le nez. Hein. Non, ça n'a rien à voir. C'est de ne pas avoir de limite interne. Et ne pas avoir de limite interne, ça paraît être un truc de psychopathe vu de l'extérieur, parce que on se dit, putain, le mec, il est imprévisible, il va faire tout et n'importe quoi, mais non. Cette chose, elle peut se réaliser seulement à mesure où nous avons acquis notre propre incorruptibilité, et puis avant ça, notre propre translucidité. Et un homme qui a du cœur, à mesure où il a sa translucidité, à mesure où il a son incorruptibilité, mais il ne va plus être traversé. Il ne le sera plus du tout, il l'était même déjà pas beaucoup avant, il ne le sera plus traversé par des pensées qui pourraient être des pensées débiles auxquelles il aurait besoin de ne pas obéir. Son système est assez sain, son système psychique, télépathique est assez sain pour ne pas être atteint par des choses, disons, de basse vibration qui devraient dégager, sur lesquelles même il devrait cracher son feu, ou sur lesquelles il devrait les ignorer, quoi, parce que bon, on peut tout faire. À mesure où la tête est vide de toute chose parasitaire. Toute chose parasitaire, c'est ce qui émotivement ne fait pas notre affaire, pour simplifier. À mesure où la tête est vide de ça, mais on peut virer les chiens de garde, on peut virer l'état d'alerte, puis même consacrer l'énergie qu'on mettait sur cet état d'alerte permanent, de surveillance, de pensée égoïque qui tire de l'énergie quand même. Mais bon, après, il faut passer par là aussi. Mais à un moment donné, cette énergie, on la récupère aussi. Parce que c'est bien de faire gaffe aux pensées et tout, et économiquement, en énergie, on se fait bouffer beaucoup d'énergie par la pensée. Même si c'est des belles pensées, même si c'est des pensées intelligentes, c'est pas toujours facteur de génération d'énergie. Quelqu'un qui pense beaucoup, il va moins avoir d'énergie qu'un bon gros abruti, sans vouloir être méchant.
D'ailleurs, le plus gros abruti des deux, c'est celui qui pense beaucoup. Parce que le gros abruti, lui, il a toute son énergie pour faire tout ce qu'il a à faire. Alors que l'autre, il sait ce qu'il a à faire, mais il va pas le faire. Parce qu'il a pas le. Il a bouffé la moitié. Il a bouffé la moitié de l'énergie pour ça. Et puis en plus de ça, il a bouffé l'énergie émotionnelle dans le fait de s'être projeté émotivement dans le futur. Ça, c'est un phénomène aussi qui réduit la volonté, c'est de projeter émotionnellement, de se projeter émotionnellement dans une idée dans le futur et d'en bouffer l'énergie émotionnelle, d'en profiter émotionnellement, de se dire ah là là, ça va être tellement bien. Mais vous bouffez l'énergie qui va vous mener à cet événement-là quand vous faites ça. C'est comme si on vous dit que vous allez avoir un cadeau à Noël et vous faites quoi? 15 jours avant, vous fouillez pendant toute la maison et tout, et puis vous finissez par le trouver, le cadeau. Il n'était même pas encore emballé, donc vous savez ce que c'est comme cadeau. Et puis après, quelque part, c'est là qu'il y a un phénomène de nourrissement dans le futur, parce que quand le cadeau il sera emballé sous le sapin, vous aurez plus la surprise, cette joie émotionnelle de vous dire qu'est-ce que c'est et tout, et puis de découvrir, hein, plutôt que de l'avoir découvert à l'avance. Et du coup, là, le problème ne se pose pas parce que ce futur-là, dans ce cas-là, il est déjà établi avec le cadeau de Noël et tout qui va arriver. Mais quand c'est pour un projet, quand on est un adulte et que c'est pour un projet, puis qu'on commence à se dire ah ouais, je vais ouvrir une entreprise, puis je vais aller à Acapulco et tout, je vais louer des yachts et tout. Puis vous allez imaginer tout le champagne et puis toutes les belles femmes que vous allez rencontrer et tout. Eh bien, quand vous faites ça, alors que vous n'avez même pas encore enclenché un pas, ou que vous n'êtes même pas dans une démarche, ou que vous êtes que à la moitié, vous n'y êtes pas encore, ou vous êtes que à 99%, vous n'y êtes pas encore. 100%, c'est 100%. Eh bien, vous bouffez une partie de ce futur-là. Vous bouffez une partie de l'énergie qui va vous mener à ce futur-là. Parce que l'énergie qui vous permet justement de vous amener à ce futur-là, c'est cette énergie émotive que vous pouvez percevoir et que vous pouvez vous nourrir. Cette énergie-là, il ne faut pas la rejeter, il ne faut pas l'ignorer, mais il faut, comme si vous aviez un petit carré de sucre, il ne faut pas manger tout le carré de sucre, il ne faut pas manger la moitié, il faut juste manger un petit grain par un petit grain, éventuellement. Mais mieux que ça, il ne faut même pas le faire, il faut juste le manger avec les yeux. C'est-à-dire que vous n'avez pas de consommation émotive à ce moment-là. Et dans une certaine sorte, je vais faire une comparaison un peu avec la loi de l'attraction, même si j'aime pas parler de ça, c'est que en consommant les fruits de votre futur à l'avance, comment vous l'avez vu, ou comment voulez-vous que ce futur il advienne jusqu'à vous, vu que vous en avez déjà vécu une partie en fait. Voilà. Ça c'était pour ça. Donc je parlais de l'intelligence animalienne. L'intelligence animalienne, je pense que j'ai assez expliqué ce que c'était. C'est cette sorte d'intelligence qui n'est pas territoriale, qui ne nous appartient pas spécialement, qui n'a pas besoin de nous appartenir pour être là, dont on n'a pas spécialement besoin d'être conscient, tout simplement. Puis cette intelligence animalienne, elle peut se faire territoriale, mais pour en revenir, voilà, je reboucle la boucle. Elle peut se faire territoriale, mais d'une manière très saine, on va dire très systémique ou supramentale, du moins qui ne va pas avoir son jeu d'action sur la sphère mémorielle et émotive. Donc désastralisée en fait. Hein. Eh bien cette territorialité supramentale, Putain, ça me casse les couilles là. Je vais arrêter ce putain d'enregistrement là.
Donc au départ, j'ai parlé de la neutralité. Au départ, j'ai parlé de la négativité, j'ai parlé de la... Dans un sens neutre, j'ai parlé de la négativité. Ça, c'était pour faire la contre-thèse. Et puis, maintenant, je suis en train de faire la thèse et la synthèse, le positif et le neutre. En disant que là où la territorialité, la nécessité d'avoir un agenda, tout ça, ça nous fait faire des choses, ça nous oriente soit dans ce qu'on peut appeler les forces ralentissantes de notre évolution, ou soit dans une régulation temporelle événementielle assez effective pour que ça rentre en compte dans la notion d'intelligence animalière. Et donc avoir une territorialité désastralisée à partir du moment où on obtient, on peut l'observer, elle peut se faire très avantageuse en fait. Parce qu'on est capable de ne plus mettre des enjeux dans cette territorialité. Parce qu'au lieu qu'elle soit solide et qu'il faille en protéger la forme, elle est liquide. Et de là, la forme, il suffit de la changer, et puis elle n'a pas d'affection en ce qui concerne la nature, en fait, de cet aspect d'eau, comparé où il y a une importance à partir du moment où elle est solide. Si vous changez la forme d'un solide, vous changez illusoirement sa nature, ce qui n'est pas le cas pour l'eau. Puisqu'on admet pour elle que sa forme n'est que contextuelle. Là où la forme du solide, elle est contextuelle sur l'environnement. La territorialité solide, c'est quand on veut soit se changer soi-même, ou soit changer l'environnement. Quand on veut se changer soi-même, on considère que c'est pas l'environnement qui doit changer, c'est nous qui doit rester solide et c'est nous qui devons nous faire atmosphère. Et souvent, on fait aussi l'inverse, plus souvent même. C'est-à-dire qu'on se considère nous-mêmes comme le territorial solide et que c'est l'environnement gazeux qui doit s'adapter à nous. Comme un véhicule, comme une voiture qui se déplace dans l'air ambiant. Dans une territorialité, je vais arrêter après, dans une territorialité qui est désastralisée, qui est comme dans un mental dépourvu d'astral, eh bien, elle se fait comme un véhicule, comme je l'ai dit précédemment, comme un véhicule, mais beaucoup plus libre, parce que lui, il n'est pas dans sa conception duelle de atmosphère solide, de gaz ou solide. Pour lui, il est liquide, son territoire, les frontières de la forme de son territoire sont tout à fait modulables, en fait. Et il laisse totalement l'environnement moduler ces frontières-là, à mesure où il est très bien conscient que pour lui, ça ne change absolument que dalle. Et cette conception-là, cet accès-là aux choses, il permet vraiment de pouvoir voyager quelque part, en fait, un petit peu dans le mental, un peu dans le haut mental, ce mental ineffable, eh bien,
en chevauchant, c'est pas mal ça, en chevant cette intelligence animalienne, en faisant corps avec, en quelque sorte, on peut voyager dans des endroits qui ne sont pas des endroits en fait. Parce que dans ces endroits-là, dans ce mental, dans cet éther, dans toutes ces choses qui sont dépourvues d'influence dite astrale, en fusionnant avec cette intelligence animalienne qui n'a pas d'appartenance, qui n'a pas de conception d'appartenance en fait, une identification de quoi que ce soit, et bien en fusionnant avec cette chose-là, on a un véhicule qui nous emmènera pas là où on veut par rapport à nos émotions et nos mémoires, mais qui va nous emmener là où on a besoin. C'est-à-dire que on va pouvoir de plus en plus égoïquement prendre certains reculs sans pourtant se déconnecter du plan terrestre, et on va pouvoir aussi aller dans les hautes sphères sans pour autant en avoir conscience comme si on était sur le plan terrestre. Et la parole fait partie de ces choses-là, la parole vibratoire. Parce que quand je suis dans un certain taux de parole vibratoire, je suis tout autant conscient de mon corps physique et puis d'être là et tout, surtout qu'en plus je sens pas mal mes cordes, ma conscience, elle se situe même plus vraiment au niveau de mes yeux, mais au niveau de ma gorge, au niveau de mes cordes vocales. Et pour autant, je peux aussi être dans des hautes sphères, comme je l'ai dit, mentales, sans pour autant en avoir une conscience terrestre, parce que, comment je peux affirmer ça, c'est parce que le résultat de ma parole et ce que j'apprends de ma parole est le résultat de cette incursion, en fait. De cette incursion dans laquelle il n'y a ni mémoire, ni émotivité qui entrent en jeu. Et quand je dis ni mémoire, ni émotivité, c'est pas que c'est banni, c'est que ça rentre pas en ligne de compte.